Merci de nous être fidèles. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Voici les titres de cette édition du soir. Ebola, un vent de panique souffle au Sénégal. Les téléconseillères du centre d'écoute, de conseil et d'orientation du ministère de la Santé sont débordées. Le ministre de la tutelle face aux députés demain vendredi. Réforme foncière au Sénégal. Les acteurs non gouvernementaux veulent un dialogue inclusif. Un rapport d'étude a été présenté ce matin sur la question. Les détails dans un instant. Et puis à l'international, réunion ce jeudi à Genève sur le virus Ebola. L'Organisation mondiale de la santé veut faire le point sur les traitements expérimentaux contre le virus. Au Mali, ce jeudi 4 septembre marque le premier anniversaire de la prestation de serment du président Ibrahima Boubacar Keïta. Son élection avait suscité énormément d'espoir. Un an après, quelle est la situation à Bamako? Réponse dans quelques minutes. Bonsoir à vous, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition du soir. La Commission de la santé et de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale de l'Assemblée reçoit demain vendredi le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Eva-Marie Kalsek. Selon un communiqué, la rencontre entre dans le cadre de la stratégie de communication des parlementaires sur la fièvre hémorragique à virus Ebola. Restons avec ce virus Ebola qui a fini donc de s'aimer la panique au Sénégal. Au centre d'écoute de conseil et d'orientation du ministère de la Santé, les téléconseillères n'ont plus de répit. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Principale conversation, le virus Ebola. C'est un constat de nos reporters. Dans ce bureau, le bruit assourdissant des appels téléphoniques centre d'appel du ministère de la Santé, allô? Ne cesse pratiquement pas. D'abord parce que le numéro vert est gratuit, disponible 24 heures sur 24, mais aussi parce que depuis que le fièvre hémorragique a pu transpercer nos frontières, la peur s'est emparée de la population. Le numéro vert est là depuis 2005. Nous sommes là pour la sensibilisation de la population par rapport à la santé. Par rapport à la santé, c'est par exemple si la population a besoin de savoir comment prévenir certaines maladies, telles qu'aujourd'hui nous parlons d'Ebola, ils peuvent appeler ici, c'est gratuit, il ne paie rien. Tout ce que vous voyez, tout ça, ça parle d'Ebola. Voilà. Et sur 136 appels, presque tout porte sur la maladie Ebola. Oui, ça porte sur Ebola. On reçoit toutes sortes de questions. S'il y a d'autres cas au Sénégal, si le Guinéen si l'étudiant guinéen est sur le point de guérir, etc., etc. Le centre d'appel ou le bureau du vert, logé au SNEPS, le service national de l'éducation et de l'information pour la santé, a été mis en place par le ministère de la Santé. L'épidémie à virus Ebola est une maladie impitoyable et méconnue de la quasi-totalité de la population. Mais ici, toutes les questions liées à la santé trouveront une réponse. Les bases de données sont envoyées chaque jour à notre superviseur qui les comptabilise et qui les envoie à qui de droit au ministère de la Santé. Du jeune étudiant guinéen, il y a parfois la peur, il y a la stigmatisation des Guinéens. Parce que nous, on reçoit des appels provenant de personnes qui nous disent qu'il y a des Guinéens qui sont persécutés. Et nous leur répondons que tout Guinéen n'est pas atteint par la maladie. Et surtout les Guinéens qui sont au Sénégal. Parce que la maladie ne se vit pas au Sénégal encore. On n'a qu'un cas importé. Depuis l'apparition du virus Ebola au Sénégal, le centre d'appel, de conseil et d'orientation fonctionne sans répit en raison du surencombrement. En fait, vous l'avez constaté, vous savez que les gens ils prennent les appels. C'est vrai qu'il y a un flux d'appels, il y a 4 postes qui sont occupés. Au moment où les téléopérateurs répondent aux questions, les autres sont en attente. Le seul hic, c'est qu'il n'y a pas la musique d'attente. Donc c'est ce qui décourage parfois les appelants. Au maximum là, on est à 300 appels par jour. 300 appels par jour parce qu'on est en train de faire 24 heures sur 24. 800 00 50 50, un numéro vert
qui doit être connu par tous, car les préoccupations en santé seront prises au sérieux et les questions doivent être posées à ceux qui sont censés détenir la bonne réponse pour éviter les rumeurs qui peuvent créer une psychose. Et voilà, toujours le secrétaire général du syndicat des travailleurs du nettoiement sensibilisait cet après-midi ses pairs sur le virus. C'était lors de l'Assemblée générale du dit syndicat cet après-midi. Il a été aussi question de la convention collective. Mohamed Diallo. Les de surface font face à plusieurs problèmes liés principalement à leur statut. Madanissi et ses camarades estiment que les solutions à ces problèmes résident dans la convention collective de nettoiement du 24 juin 2014. C'est l'une des meilleures conventions collectives du Sénégal. Et en tant que syndicat majoritaire, il était de mon devoir d'informer, juste et vrai, mais d'apporter des éléments de réponse, non seulement par rapport à la convention collective, mais par rapport au bulletin de salaire, puisqu'il y a deux cas qui disent qu'il n'y aura jamais de bulletin de salaire. La condition sine qua non de la convention, c'est l'établissement des bulletins de salaire, surtout avec les avantages sociaux dans cette convention collective. Mais aussi la prise en charge médicale efficiente, malgré que nous avons une mutuelle de santé. Par ailleurs, Mme Nissi n'a pas manqué de sensibiliser ses pairs sur le virus Ebola. Il était de mon devoir de faire la restitution, d'informer, juste et vrai, qu'est-ce que c'est la maladie, comment peut-on attraper la maladie, est-ce que les déchets sont des facteurs de contamination? Non. On nous dit que le virus ne peut pas vivre à l'air libre. Donc il faut des mesures d'hygiène et de sécurité. Cependant, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement déplore le mode de recrutement mis en place par la tutelle depuis quelque temps. Nous avons plus de 300 agents qui sont au niveau de l'encadrement. Aujourd'hui, il y a un déficit de personnel. Donc il faut savoir raison garder. Ce taux de frustration que vous voyez, c'est parce que les agents sont frustrés. Des agents qui ont fait 20 ans, on recrute quelqu'un qui vient d'arriver, qui est chef de secteur. Le secrétaire général du SNTN appelle les autres syndicats du secteur à l'union et préconise la tenue des assises nationales du nettoiement. Les échecs dans la réforme du foncier au Sénégal sont préoccupants et les acteurs non gouvernementaux dans le cadre de l'initiative prospective agricole et rurale proposent de tirer les leçons de ces échecs pour avancer. À ce sujet, ils ont présenté ce matin un rapport d'étude qui recommande entre autres la prise en charge du genre dans le processus de réforme foncière, mais aussi la mise en place d'une politique capable de sécuriser les agriculteurs. L'étude devait nous permettre de voir d'abord quelles sont les différentes réformes qu'on a tentées au Sénégal et de faire le bilan de ces réformes. Succès, échec. Nous nous rendrons compte qu'aucune des réformes foncières n'a marché au Sénégal depuis l'indépendance. Le rapport sur l'implication des acteurs non gouvernementaux dans le processus de réforme foncière veut ainsi tirer des leçons des expériences pour progresser. C'est un appel à la concertation incluant toutes les parties lancées à la Commission nationale de la réforme foncière pour, entre autres, sécuriser les exploitations familiales. 90-95% des terres sont occupées aujourd'hui par les petits producteurs au Sénégal. On ne peut pas faire une réforme sans les écouter. Mais la loi de 1964, la loi sur le domaine national, a fait des petits producteurs des usufruitiers. Ça veut dire que la terre ne leur appartient pas. Mais ils peuvent l'exploiter, mais on peut leur prendre à n'importe quel moment ces terres. Alors comment voulez-vous quelqu'un qui sait qu'on peut lui retirer à n'importe quel moment ces terres, investir sur ces terres? Nous devons éviter que les gros investisseurs prennent les terres au détriment des petits producteurs. Le rapport met aussi l'accent sur le genre dans le foncier. Il met en exergue l'aggravation de la vulnérabilité foncière des femmes et le caractère insuffisant des réponses publiques. Promouvoir l'équité dans l'accès au foncier, renforcer et améliorer la gouvernance des ressources foncières sont entre autres propositions de ce rapport qui veut aussi une augmentation de la productivité des terres et le renforcement de la sécurité alimentaire au Sénégal. Aujourd'hui, dans le comité rural, un groupement de femmes peut avoir accès à la terre, 1 hectare pour 400 femmes, 300 femmes. Mais c'est difficile de voir une femme puisse avoir de la terre, que l'on octroie une parcelle de terre à la femme avec l'attribution.
En général, les femmes, on leur prête les terres. Et dès qu'elles les mettent en valeur, l'année prochaine, on leur dit non, nous avons besoin de notre terre. Donc, elles sont obligées de prendre les terres marginales. Il est donc indispensable de développer une réflexion concertée sur la problématique des enjeux en vue de susciter un consensus élargi à l'ensemble des acteurs concernés par la réforme foncière. Nous parlerons de toute autre chose, la documentation. L'UNESCO et le comité sénégalais Mémoire du Monde attirent l'attention sur l'intérêt de la prévention du patrimoine documentaire de l'humanité, cela particulièrement en zone de conflit. La question était au centre d'une rencontre présidée ce matin par le ministre de la Communication et de la Culture. Tous les pays africains ont été invités à cette rencontre qui a pour objectif de préserver le patrimoine documentaire en Afrique, surtout dans les zones en situation de conflit. L'UNESCO et le comité sénégalais Mémoire du Monde comptent collaborer avec des experts africains et français pour mener à bien ce projet. Suite à ce constat que le comité sénégalais Mémoire du Monde, en collaboration avec la Commission nationale pour l'UNESCO, a décidé de convoquer ce colloque, cette rencontre, en y invitant les collègues et homologues de la sous-région pour qu'ensemble nous puissions réfléchir pendant 2 jours aux stratégies concertées pour qu'à l'avenir nous puissions dégager des opportunités et des stratégies fortes qui puissent préserver le patrimoine documentaire. On a invité la Gambie, la République centrafricaine, mais aussi on a un expert en patrimoine documentaire qui nous vient de la France. Pour le professeur historien Ibader Thiam, il est grand temps que la communauté internationale s'engage à aider les nations fragiles dans la préservation de leur patrimoine historique, surtout durant les conflits, en créant des espaces intellectuels. Ce qu'il faut d'abord, c'est aider à mener des activités de sensibilisation pour faire prendre conscience de ce phénomène. Ensuite, doter les États des législations appropriées qui leur permettent de préserver et de conserver le patrimoine documentaire. De ce point de vue, la construction de bibliothèques nationales, la construction de maisons des archives, l'installation de musées qui puissent conserver les traces de notre passé, de manière à permettre à tous les chercheurs de pouvoir y trouver les éléments dont ils auront besoin s'ils veulent écrire l'histoire de leur pays, de manière à fournir à la jeunesse et aux écoles, aux étudiants, aux enseignants, aux populations, de pouvoir apprécier le rôle que cette communauté a joué dans le patrimoine de l'universel. Face au risque croissant de perte d'informations précieuses qui déterminent le patrimoine mondial en termes de valeur humaine, l'UNESCO lutte pour sensibiliser les gouvernements, les institutions compétentes et le grand public à l'importance de préserver l'information pour les générations actuelles et futures. Direction la banlieue où hivernage rime avec calvaire pour les populations. À Pékin, Guinaw Rail par exemple, la situation s'empire de jour en jour et les populations appellent à l'aide. Suivons ce reportage. Ici, nous sommes en plein cœur de la banlieue de Dakar, plus exactement à Guinaw Rail. Peut-on dire que la gaieté et la paix règnent dans ce coin de la capitale? Certainement non, lorsqu'on sait que depuis presque une décennie déjà, l'eau stagne 12 mois sur 12 sur ce lieu et aux environs. Depuis 2004 lañu feesoon ba léegi gisuñu kenn sonn nañ ci ndox mi torop ñi ngi fiy def ay canal bu ñu sañoon nag canal yi ñëw ba fii yëgsi ci suñu koñ bi ndox mi. Depuis 10 ans, nous vivons avec ces eaux de pluie et personne n'est venu nous aider. On demande à l'État du Sénégal de poursuivre les travaux de canalisation. On ne sait vraiment pas où aller car on est des parents de famille. Kenn dimbaliwuñu ci dara sonn nañu torop nag te ay jaboot lañu mënuñoo luye suñu doom yi liggéeyuñu ba man ñoo jàppale. Bënd bi naj fii Guinaw Rail mu nekk commune bu laqatu parce que dafa nekk ci digg Dakar. Guinaw Rail est une commune très enclavée. C'est un quartier populaire et on demande l'aide des autorités. Déjà, on est ravis des travaux entamés par l'État, mais il faut que ça se poursuive. Quartier populaire là, waaye nag am na 700 maisons yoo xam ne dañoo abandonné te seeni borom ñoo ngi fi. On ne demande pas de poste ministériel ou autre. Déjà, il y a plus de 700 maisons abandonnées ici. Pour preuve, faisons un petit retour de 2 ans en arrière. Voilà les images de Pékin Guinaw Rail durant l'hivernage de 2012.
2 ans après, rien ne semble évoluer dans ce quartier où les habitants se sentent totalement oubliés des autorités, nous confirme le vieux Maguette Diallo qui habite dans ce quartier depuis plus de 40 ans, ce qui lui a valu d'ailleurs le titre de chef de quartier. On est dans le désarroi total et on n'a personne à qui s'adresser, à part notre maire de commune. Nous n'avons besoin ni d'huile, ni de riz, juste qu'on sorte de cette misère. Pourtant, des efforts ont été déployés par l'État à travers le ministère de la Restructuration et de l'Aménagement des zones d'inondation, même si ces efforts sont jugés insuffisants par les riverains. Je ne partage pas cet avis. Parce que ces populations qui ont vécu ici, ils ont acheté quand même leur maison. Ils ont acheté leur surface pour faire cela. Mais l'État en était informé. Je crois que le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'État doit subvenir aux besoins de la population. Si l'État avait vraiment respecté ses engagements vis-à-vis de cette extension de canalisation, vis-à-vis du début de la réalisation de ce ZR1 ou ZR3, je ne comprends pas ces langages. Eux, ils comprendront quand ils m'écouteront. S'ils l'avaient fait, je crois que la population ne vivrait pas ça. Espérons que cet ultime SOS lancé par ces populations désorientées puisse trouver un écho favorable, car si les dégâts commencent à se faire sentir avec seulement 2 jours de pluie, que deviendra la banlieue d'ici la fin de l'hivernage? Après la banlieue, direction le palais de justice de Dakar, c'est pour parler du procès Karim Wade. La Cour suprême a rejeté cet après-midi une demande de liberté provisoire de l'ex-ministre d'État. Et un procès donc qualifié de politique par les avocats du fils de l'ex-président de la République et par beaucoup d'analystes politiques. C'est d'ailleurs le sujet de la rubrique politique de ce jeudi avec Soleil Rompa. Installez-vous bien, votre rubrique politique vous revient, toujours dominée par ce qu'on pourrait appeler l'affaire Karim Wade ou le procès de l'ancien ministre et fils de l'ancien président Abdoulaye Wade. Procès Karim Wade et co-accusé a repris. La Cour devait statuer sur le cas de Bibo Bourgi avant d'entrer dans le fond du dossier, sur la requête des avocats de la défense. Les avocats de la défense ont eu la parole et ont plaidé pour la suspension du procès afin de permettre à Ibrahima Khalil Bourgi d'aller se faire soigner à l'étranger et de revenir, d'autant plus que la Cour a rejeté la demande formulée par ses avocats, c'est-à-dire son évacuation vers la France. Selon les avocats de la défense, Bibo doit obligatoirement comparaître pour l'éclatement de la vérité dans l'affaire Karim Wade. Appelé à la barre pour témoigner, Karim Wade a fait une déclaration. Il est revenu sur toutes les accusations portées contre lui avant de prendre à partie Macky Sall, le président de la République. Il n'y est pas allé du dos de la cuillère. En ces mots, permettez-moi de vous dire que toutes les fonctions qui ont fait ma présence ici relèvent de la haute cour de justice et le caractère politique de cette affaire monté de toutes pièces par mes accusateurs. Je suis calomnié, présenté comme un pilleur des deniers de la République. Pour les comptes bancaires, il a rétorqué: je n'ai aucun compte en banque à Monaco. Karim Wade s'est aussi prononcé sur le dernier dossier soulevé dans l'instruction de l'affaire le concernant. Il a indiqué: je me suis consacré au développement du Sénégal pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Maintenant, le pouvoir veut m'emprisonner car ma candidature en 2017 empêche le pouvoir de dormir, ainsi que le président Macky Sall. Suite à ça, Karim Wade a déclaré qu'il ne répondrait plus à aucune question. Un procès qui commence à prendre une tournure inquiétante et une forte insistance du président. Les avocats de la défense ont récusé séance tenante la cour. C'est M. Clédor Cirelli qui, au nom de ses collègues, a formulé et rédigé une requête qui confirme les propos de l'ancien ministre d'Infrastructure. Que chaque fois qu'il y a un incident opposant les avocats des prévenus aux avocats de la partie civile, c'est la Cour qui elle-même prend la défense des avocats de la partie civile et qui répond à sa place. Si nous sommes devant une Cour, c'est pour parler, c'est pour défendre les droits de nos clients. Les juges se sont dévoilés. Une décision est déjà prise et qu'ils ont hâte de prononcer cette décision et que l'objectif visé est un objectif personnel du président de la République qui a un programme. Ce programme, c'est que Karim ne devrait pas pouvoir se présenter. Mais en vérité, c'est l'autorité politique qui a donné sa décision
Et aujourd'hui, les gens sont en mission commandée. Et nous pensons aujourd'hui que pour au moins l'image du Sénégal et pour les droits des citoyens, nous invitons la Cour à arrêter ce procès en attendant que le premier président statue sur la requête en récusation. Au même moment, M. El Hadji Diouf, avocat de la partie civile, accuse Bibo Bourgi de comédien. Je cite, en venant au tribunal, Bibo a marché dans un premier temps, puis ils ont recommencé leur comédie. Aux yeux de M. El Hadji Diouf, tout cela relève d'une manigance qui ne passera pas. Autrement dit, le présumé complice de Karim Wade ne serait pas aussi malade que présenté. Les bouteilles utilisées pour la perfusion là étaient pleines. Est-ce que même ça circulait? Parce que si vraiment il était sous perfusion, vous avez vu que tout était neuf. Rien ne circulait, c'était plein. Donc on a installé ça avant son départ vers la cour. Ah oui, nous aussi nous avons des yeux. Qu'on ne manipule pas l'opinion, qu'on ne manipule pas la presse, qu'on ne manipule pas les Sénégalais en interpellant leur cœur et leur générosité. C'est trop sérieux cette affaire. Et curieusement, dès qu'on va en prison, on devient malade. Ça, c'est la nouvelle formule. L'autre fait marquant de ce procès est l'entrée de l'un des 5 co-inculpés de Karim Wade, Pape Momodou Pouy, notamment dans la création de la société AHS, Aviation Holding Service avec Bibo. Il nie tout en bloc, déclarant avoir fait l'objet de torture et fournit ses explications sur la société HS, qui l'ont créée et pilotée sans avoir eu besoin de Karim Wade. Le feuilleton judiciaire Karim Wade reprend le 8 septembre prochain avec Mendiaye et Pierre Agboda devant la barre, surtout pour cette page politique. Un peu de chez nous, direction le Mali. Il y a un an, jour pour jour, le 4 septembre 2013, le président Ibrahima Boubacar Keïta IBK prêtait serment et devenait officiellement le président malien. Son élection avait suscité beaucoup d'espoir. Un an après, premier bilan. La ville de Kati ne fera plus peur à Bamako. Voilà une promesse qu'avait faite le président IBK, Ibrahima Boubacar Keïta, il y a un an de cela. Promesse tenue, et ce n'était pas gagné d'avance. Les membres de l'ex-junte qui avaient fait de la ville de Kati leur fief et qui rêvaient encore de faire la pluie et le beau temps ont été écartés, tout comme leur chef Amadou Sanogo, présenté devant la justice, inculpé et arrêté. Élu il y a un an, IBK avait annoncé le changement. Les attentes sont nombreuses. Il y a également de gros problèmes de communication de l'équipe au pouvoir. Sur plusieurs dossiers, par exemple, l'État n'est pas arrivé à convaincre une partie de la population malienne, et notamment l'opposition. Aujourd'hui, Mouvement du Nord et autorités de Bamako sont réunis dans la capitale algérienne pour discuter d'un accord de paix avec la médiation de la communauté internationale. Pour certains diplomates, le fait que ces discussions soient disponibles, c'est déjà satisfaisant. Malgré toutes les avancées, un désaccord n'a pas été réglé, alors que 6 groupes armés sont invités. 3 d'entre eux qui ont pris les armes en 2012 contre l'armée malienne estiment qu'ils doivent être les seuls participants du Nord dans les négociations. Dans son discours d'investiture, IBK s'engageait notamment à bâtir un État fort sans passe-droit et à rétablir également l'intégrité du pays. Le virus Ebola encore, qui réunit ce jeudi près de 200 experts à Genève, c'est en Suisse. La rencontre qui s'est ouverte donc aujourd'hui se poursuit jusqu'au 5 septembre, c'est-à-dire demain, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Objectif, faire le point sur les traitements expérimentaux concernant donc ce virus Ebola qui a fait plus de 1900 morts sur 3500 cas selon le nouveau bilan de l'OMS. En dépit de l'annonce mercredi par Vladimir Poutine d'un plan de sortie de crise à l'est de l'Ukraine, la France a décidé d'accroître la pression sur Moscou avec son principal levier, les deux navires de guerre Mistral achetés par la Russie dont la livraison est suspendue, a annoncé l'Elysée.
Cela faisait des mois que la France faisait l'objet de pression de la part des Européens, des pays baltes, de l'Ukraine et de ses alliés de l'OTAN. Paris a fini par annoncer mercredi la suspension de la livraison prévue en octobre du premier navire de guerre Mistral qu'elle a vendu à la Russie. Malgré la perspective d'un cessez-le-feu qui reste à confirmer et à être mise en œuvre, les conditions pour que la France autorise la livraison à la Russie du premier BPC, bâtiment de projection et de commandement, ne sont pas à ce jour réunis, a fait savoir la présidence française dans un communiqué. Cette suspension ne signifie pas que les bateaux ne seront jamais livrés, mais c'est une manière pour la France, d'une part, de couper court aux critiques dont elle aurait pu faire l'objet lors du sommet de l'OTAN qui s'ouvre au pays de Galles. Cela signifie également que Paris laisse la porte ouverte en vue d'un règlement sur la livraison de ce bateau si les choses s'améliorent en Ukraine. De manière générale, la Russie veut minimiser l'importance des Mistral. Selon certaines sources militaires, elle se prépare moralement à l'éventualité d'une rupture de contrat depuis des mois, depuis que les relations entre la Russie et l'Occident ont commencé à se dégrader autour de la crise ukrainienne. Pour Moscou, la France a fini par succomber à la pression américaine, ce qui n'était qu'une question de temps. La Russie est en effet convaincue que l'Union européenne, dans son ensemble, et chacun de ses membres, en particulier, agissent sous la houlette de Washington. Le fait que les États-Unis aient immédiatement salué la sage décision de François Hollande est perçue à Moscou comme une preuve supplémentaire de cette dépendance. La décision risque d'avoir des conséquences sur le plan intérieur si les deux navires ne sont pas livrés. La France devra faire une croix sur 1,2 milliard d'euros. Cela signifierait également de fortes perturbations à prévoir sur l'emploi. Pour le sport, avant de fermer cette édition, le 5e et dernier match du Sénégal en Coupe du Monde de basket s'est soldé par une défaite devant les Philippines aux prolongations 81-79. Malaï Ndoye et ses coéquipiers terminent à la 4e place de leur poule et disputeront les 8e de finale ce samedi contre le pays organisateur, l'Espagne. En football, le match Sénégal-Égypte comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015 se jouera demain au stade Léopold Sédar Senghor sous haute surveillance. L'équipe nationale qui s'est entraînée hier pour la première fois au stade Léopold Sédar Senghor depuis 23 mois a pu se rendre compte des nouvelles dispositions sécuritaires qui ont été prises par les autorités, mais également de l'attente du public qui était présent et nombreux. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous demain pour d'autres infos.